Bonjour à tous, je vous fais aujourd'hui une présentation générale de l'outil FoodCops. D'abord pour se rendre compte que FoodCops n'a plus rien à voir avec Odoo. Bien sûr, on a essayé de ne pas tout casser, mais on a fait énormément de travail d'adaptation de l'outil à des besoins de supermarchés coopératifs, parce que l'outil est un enjeu incroyable pour la coopérative. Il faut que ça marche d'abord, mais il faut aussi que ça soit ergonomique, rapide pour gagner du temps, parce que le modèle des supermarchés coopératifs tourne avec peu de salariés par rapport au volume d'achat, au travail qui est fait dans le magasin, donc il faut que les salariés ne perdent pas de temps. Et puis, il faut aussi qu'on soit capable de déléguer un maximum de tâches à des bénévoles qui vont intervenir sur l'outil quand ils viennent au magasin pour faire leur service. Donc c'est 2h45 toutes les 4 semaines. Donc ça, il y a quelques tâches qui sont déléguées à ces membres-là, ou plus particulièrement à certains groupes comme la comptabilité, des personnes qui sont au bureau des membres, des personnes qui sont à l'enregistrement des souscriptions, qui sont des membres actifs depuis très longtemps, mais qui vont prendre en charge un certain nombre de process. Et du coup, il faut que l'outil puisse leur proposer exactement ce dont ils ont besoin avec le moins de risques d'erreur possible. Donc c'est très très important d'avoir un outil qui soit complètement adapté à notre besoin pour éviter les risques d'erreur et faire tourner le magasin. Je vais présenter un maximum de fonctionnalités, plus sous l'angle liste des fonctionnalités que sur le détail de chaque chose, parce que finalement, c'est les personnes qui utilisent l'outil au quotidien, les salariés ou les membres sur certains points, qui sont le plus à même de rentrer dans le détail de à quel moment ils impriment quoi, quelle information ils vont regarder, qu'est-ce qu'ils enregistrent dans l'outil, comment, pourquoi. Moi, je vais plutôt présenter un peu tous les écrans, tout ce qu'on a fait développer pour adapter cet outil. On va commencer par les articles, on va aller ensuite sur les fiches fournisseurs, puis sur le process de commande. Je suis là sur la page de tableau de bord, donc il n'y a aucun tableau de bord qui est paramétré en standard quand on installe FoodCops. Par contre, c'est très facile de se faire des tableaux de bord qu'on va envoyer sur le tableau de bord central. Donc là, par exemple, j'ai ma liste des membres volants, ma liste des membres classiques, donc ça c'est les membres inscrits officiellement. J'ai ensuite mes regroupements donc de montant hors taxe, nombre de ventes et total TTC des transactions regroupées par mois, filtrées sur l'année 2018, avec ensuite un regroupement par jour. Ici, j'ai un tableau de bord des montants qui sont enregistrés par mois de souscription. Et en bas, j'ai un petit contrôle des membres qui ont été inscrits. Donc, c'est des nouvelles souscriptions. Il y a un mail d'accueil qui doit partir. Et donc, je vérifie ici que ça part bien. Donc, ça doit revenir à 0 tous les soirs quand la tâche planifiée passe pour envoyer des mails. Donc, on va démarrer par le menu achat et par la fiche article. Donc, sur la fiche article, ce qui a été rajouté, c'est d'abord dans l'onglet coefficient. D'abord, on va aller voir l'onglet inventaire. Donc, dans l'onglet inventaire, on a le fournisseur du produit avec ce qu'on a rajouté, c'est le colissage. Donc, il y en a 3 par colis. Est-ce qu'on commande toujours par cette quantité de 3 ou est-ce qu'on peut commander différemment? Quel est le prix? Est-ce qu'il est par colis ou par unité? Le prix hors taxe et le prix TTC. Quelle est la taxe qui s'applique? Quelles sont la référence de l'article chez le fournisseur et son nom? Après, il y a tout ce qui est lié à l'historique de consommation. Donc sur tous les produits qui sont en réapprovisionnement, donc c'est les produits classiques du supermarché. On a une méthode de calcul basée sur l'historique de consommation. On a toujours un nombre de périodes d'historique de 6 semaines et une plage d'affichage de 7 jours. Donc là, je vais avoir ma consommation totale de 11 et donc ma consommation moyenne qui est ici.
Donc ça, c'est pour ce qu'on a rajouté dans l'onglet inventaire. Après, on va aller voir le coefficient. Donc, la logique du coefficient, c'est quoi? C'est qu'on a 9 niveaux pardon, de coefficient qu'on va appliquer sur notre prix d'achat pour arriver progressivement à notre prix de vente. À la fin, le dernier est notre markup de 20%. Donc en gros, on va pouvoir utiliser des coefficients pour dire, bon bah j'estime que sur cet article, par exemple, mon coût de transport moyen c'est de temps, que j'ai des coûts supplémentaires, par exemple pour les fruits et légumes, c'est l'impression d'une étiquette, etc. Donc je vais rajouter des coûts sur mon article, et puis à la fin, je rajoute mon markup. Si dans l'onglet vente, on a automatisé le calcul, donc là c'est dans configuration dans les ventes, coefficient, donc une modification du prix d'achat met automatiquement le prix à jour, le prix de base, met automatiquement le coût et met automatiquement le prix de vente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je modifie mon prix d'achat, donc celui qu'on a vu juste avant dans l'onglet inventaire, si j'ai coché met à jour le prix de base, il va être automatiquement récupéré ici sur le prix de base et il va servir à calculer le prix théorique TTC. Si j'ai coché l'option le prix de vente est mis à jour, alors il n'y aura jamais de différence, donc c'est pour ça que les cases là sont décochées. Il n'y aura jamais de différence entre le prix théorique, c'est-à-dire calculé depuis le prix de base auquel on ajoute les coefficients, et notre prix de vente, c'est-à-dire que ça met automatiquement à jour. Et pour le coût, c'est-à-dire que ça va nous prendre notre prix de base et nous le mettre sur le coût. Donc là, dans notre onglet information générale, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai coché toutes ces options, chaque fois que je vais faire une modification de prix d'achat, ça va venir écraser le coût qu'on utilise pour la valorisation de stock. Donc on est donc sur une valorisation de stock dernier prix d'achat et ça va nous écraser le prix de vente. Ce qui nous permet d'enchaîner avec tout ce qui est étiquetage et balance. Donc d'abord les étiquettes. Sur mon produit, j'ai une catégorie d'étiquettes. Nous, on en a deux. On a les étiquettes rayons. C'est celles qui sont sous une petite barre de plastique en dessous des produits sur les rayonnages. Et puis on a les étiquettes fruits et légumes, qui elles sont des étiquettes plus grandes qui sont positionnées sur les rayons fruits et légumes. Donc là, c'est un modèle d'étiquette étiquette rayon. Je vois que c'est lié à un modèle de rapport, donc un format d'étiquette, et c'est lié à un certain nombre de déclencheurs. Donc quand il y aura une modification d'un de ces champs sur la fiche produit, ça va automatiquement nous envoyer une mise à jour d'étiquette. Donc dans les ventes, étiquettes, ici, j'ai des étiquettes à réimprimer. Je vois que par exemple pour étiquette rayon, j'en ai une à réimprimer. La deuxième chose, c'est les balances. Donc c'est un peu le même principe dans les balances. J'ai des déclencheurs. Donc mes déclencheurs, ils sont sur mon système de balance. Donc j'ai tout un tas de déclencheurs. Quand il y aura une modification sur un de ces champs, on va envoyer une nouvelle information à la balance. Donc là, on a les informations de FTP, où est-ce qu'on envoie, et puis en dessous, on a toutes les informations de mapping, c'est-à-dire comment on transforme les informations au Odoo pour envoyer un fichier texte au logiciel de balance qui sache reconnaître. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Donc là, tout est envoyé, mais ça ressemble à ça. Donc là, j'ai un log. Cette information a bien été envoyée. Ça concernait la tomate ronde rouge et on lui a envoyé ces informations-là. Donc, tout ça pour dire que nos informations de produits, elles sont automatiquement communiquées aux balances et qu'elles déclenchent des mises à jour des étiquettes rayons qui sont en fait une liste d'étiquettes à réimprimer parce que à chaque fois qu'on a une mise à jour dans la base, on veut aussi mettre à jour les étiquettes dans le rayonnage. Maintenant, si on continue sur la fiche produit, donc sur tous les produits classiques du magasin, donc les achats de marchandises,
on a un contrôle des factures d'achat sur quantité reçue. Ce que ça veut dire, c'est que je peux commander et recevoir par exemple moins, et dans la facture, je m'attends à être facturé moins. Donc on va utiliser les quantités réceptionnées effectivement pour générer les factures. Les factures évidemment vont être générées depuis Odoo, c'est-à-dire qu'on ne va pas ressaisir la facture. On a un process, on va voir tout à l'heure, on prépare le bon de commande, on enregistre la réception et on crée la facture depuis le document Odoo. On va juste la comparer avec la facture du fournisseur. Si on a un fournisseur sur lequel on n'a pas trop de changements de prix et si tout le process se passe bien, normalement, on a assez peu de modifications à faire dans Odoo. La facture que Odoo nous propose correspond à celle qu'on reçoit du fournisseur. Maintenant, allons voir l'onglet comptabilité. Donc, on a ajouté ce qu'on appelle une catégorie fiscale. Donc là, je vais faire exprès de changer. Et donc, si je mets typiquement mon 5.5, qu'est-ce que ça me fait? Ça me met des taux de taxes 5.5 à l'achat et à la vente, et ça me renseigne des comptes comptables de charges et de produits. Pourquoi on a fait ça? Pour éviter les incohérences de paramétrage. Aujourd'hui, quand on crée un article, on a besoin de renseigner que la catégorie, ce qu'on appelle la catégorie fiscale, pour aller mettre tout le paramétrage comptable, ce qui permet d'éviter un grand nombre d'erreurs. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire pour la fiche produit. Ensuite, sur le fournisseur. Donc, je vais prendre par exemple Pur Aliment. Alors, mes informations fournisseurs, donc j'ai rajouté un certain nombre de champs. Donc, on a les conditions de règlement, c'est-à-dire est-ce que c'est réglable à 30 jours, à 60 jours, etc. Donc, ce qui est récupéré automatiquement sur la facture. Ensuite, on a un compte fournisseur export, ce qui nous permet, si on utilise le module d'export comptable, d'aller mettre un compte auxiliaire que l'outil comptable va reconnaître et qui sera différent de celui d'Odoo, puisque dans Odoo, on n'a pas le même mécanisme. Tout est enregistré sur un compte général et par contre, l'auxiliarisation se fait par le code partenaire. Donc, quand on exporte, on peut décider d'exporter un compte auxiliaire que le système cible va recevoir. Après, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est le journal par défaut, le journal comptable. Donc, quand je vais valider une facture sur ce fournisseur, ça va être mis en achat de marchandises automatiquement. Si j'avais été sur un autre fournisseur, j'aurais pu lui mettre de l'achat d'IMO ou du frais généraux. Donc en général, les fournisseurs nous vendent un certain type de marchandises qu'on va soit immobiliser, soit c'est de l'achat de marchandises, etc. Du coup, le journal est mis par défaut. Après, notamment pour les fournisseurs d'IMO, des fois, on va avoir un coût, une commande qui va nous faire de l'IMO, une autre commande qui va nous faire du frais généraux. Donc à ce moment-là, il faut changer le journal sur la facture. Après, ça, c'est juste un paramétrage qui sert à... On va voir tout à l'heure ce qui est la mise à jour des prix et du coup des remises aussi. Donc si on coche cette case, quand on va faire la mise à jour des prix, on va aussi récupérer les remises, mais on verra ça plus tard. Maintenant, le calcul de commande. Donc on va toujours prendre notre fournisseur Pur Aliment et on va aller dans calcul de commande. Donc l'idée, ça c'est quelque chose qui a été récupéré du GRAP, qui est une coopérative à Lyon qui avait inventé ça. L'idée, c'est de créer des commandes automatiquement, déjà en récupérant tous les articles que nous vend le fournisseur, c'est-à-dire tous les articles pour lesquels le fournisseur est indiqué dans l'onglet inventaire du produit, et aussi d'utiliser les statistiques de consommation pour prévoir
nos commandes. Donc on renseigne le nom du fournisseur et puis on fait récupérer articles et stocks. Odoo a récupéré tous mes articles, donc là on en a quand même 527, c'est pour ça que ça a tourné un peu. Donc il a récupéré tous mes articles. Qu'est-ce que je vois? Je vois le code fournisseur, le nom de l'article, combien j'en ai en stock, combien j'en ai commandé que j'attends, quelle est ma consommation moyenne, combien j'ai de jours de couverture par rapport à cette consommation moyenne, combien j'ai de... Ça, c'est ce que je vais renseigner comme quantité à commander. Combien j'en ai par colis, et puis on verra tous les autres champs qui vont le prix d'achat à la remise, et on va voir comment ça se met à jour. Donc là, j'ai pour l'instant récupéré toutes mes lignes. Maintenant, je vais définir un objectif d'achat. En euros, c'est quand on a un franco de port, qu'on fait une toute petite commande, par exemple, on a 500 euros de franco de port, donc on veut commander pour 500 euros. Nous, on utilise surtout en jours. Donc, par exemple, là, je vois que bon, j'ai quand même plutôt beaucoup de couverture, mais je vais mettre 15 jours et je vais faire calcul des besoins. Donc, il m'a passé là rien parce que j'en avais 45,80, là rien parce que j'en avais 17,50. Là, par contre, il m'a passé un carton, ce qui m'amène à une couverture théorique de 21 jours. Donc, voilà, il va me boucher les trous et je vais sauvegarder ma commande. Puis la convertir en commande d'achat. Donc là, on a vu, ça nous a pris quelques minutes. On est en train de passer quand même une commande de 293 lignes pour 10 000 euros. Évidemment, on fait un peu de vérification. Là, je ne pourrais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que font exactement les acheteurs pour vérifier leurs commandes. Mais en gros, l'idée, c'est que Odoo va leur faciliter considérablement le travail. Ils vont ensuite confirmer la commande. Donc il n'y a rien qui est fait particulièrement sur la commande. Tout le travail est fait en amont sur le calcul de commande. Voilà notre commande. Alors, dès qu'on a confirmé notre commande, on va souhaiter l'envoyer. Donc il y a plusieurs méthodes pour l'envoyer. La première méthode, c'est de faire imprimer. Donc là, on va imprimer un PDF qu'on va transmettre par mail. L'autre méthode, c'est d'appuyer sur envoyer la demande par courriel, ce qui va nous récupérer le PDF. On a un modèle de courriel qui est utilisé, qui peut être modifié. Ça l'envoie au fournisseur. Et la troisième méthode, c'est d'aller sur ce bouton ici, ligne de commande qu'on a rajouté, qui nous montre nos 293 lignes. Bon, évidemment, il faut, comme partout dans Odoo, mettre en illimité pour tout afficher. Et puis, je vais faire export, tout type de données, Excel. Je vais aller récupérer, donc là, par exemple, un modèle de ce qu'attend mon fournisseur, donc quels sont les champs qu'on attend, et je vais exporter en Excel. Je vais pouvoir lui transmettre de l'Excel si ça l'arrange. Voilà, une fois que on a envoyé la commande, donc c'est chez le fournisseur, et puis le fournisseur va nous livrer.
Donc nous, on a déjà dans Odoo, depuis le moment de la commande, un bon de livraison en attente qui va devoir être rapproché du bon de livraison que nous transmet le fournisseur avec les marchandises. Du coup, comment ça se passe? Le camion arrive, il y a d'abord un pointage physique qui est effectué. Donc les membres, parce qu'en général c'est sous la supervision d'un salarié, mais c'est les membres qui vont pointer les quantités. Donc les membres prennent le bon de livraison du fournisseur et ils vont vérifier que ça correspond très exactement à la marchandise qui est reçue. Une fois que ça c'est fait, le bon de livraison du fournisseur est remis au salarié qui va souvent se faire aider d'une personne. Ils vont se mettre derrière Odoo et ils vont pointer ligne par ligne. Ils vont vérifier que ça correspond à ce que nous on attendait. Du coup, en général, c'est assez proche de ce qu'on attendait. Donc, on a rajouté un bouton quantité prévue déjà qui va nous écraser ici la colonne. Voilà, colis reçu. Et là, vous avez vu que tout est passé en vert. Et on va démarrer de là. En gros, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que j'attendais un colis de 7, donc j'attendais 7 unités, et par défaut, donc Odoo m'a mis, j'ai reçu un colis et 7 unités. Donc on va tout pointer, on aura besoin de revenir que sur les lignes où il y a des écarts. Et une fois qu'on aura tout vérifié, on va pouvoir sauvegarder ce bon de livraison et le valider. Donc c'est pas mal de prendre finalement des très grosses commandes. On voit la vraie vie, les vrais délais de traitement. Là, on est sur 300 lignes, donc c'est en train de créer tous les mouvements de stock associés et les quants, puisque dans Odoo, il y a plusieurs modèles liés au stock. Du coup, tout ça c'est fait et mon bon de livraison est enregistré. Donc après, ça peut intervenir juste après ou ça peut intervenir un peu plus tard, mais on va créer la facture. Si on a eu des mises à jour de prix, on va les faire passer à ce moment-là. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire mes produits sont rentrés dans le magasin, donc je considère qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent être mis en vente. Du coup, si j'ai un changement de prix, il faut que je le répercute déjà sur ma base Odoo, et puis je dois le répercuter sur mes étiquettes rayons. Je dois réimprimer mes étiquettes. Du coup, on a un bouton. Donc ce bouton, il est disponible sur la facture et sur la commande, et il est disponible quel que soit le statut. Parce que des fois c'est au moment où on a une facture brouillon, mais avant la validation, des fois c'est avant de passer la commande qu'on connaît des mises à jour de prix, des fois c'est une fois qu'elle est... Enfin bon. Donc ils sont disponibles à tous les statuts et on peut décider de mettre à jour les remises ou pas. Donc si je fais afficher les remises, je vais aussi voir les remises et ça va aussi basculer sur l'onglet inventaire des produits. Donc là, c'est un écran dans lequel j'ai en grisé toutes mes informations actuelles de ma base produit, donc mon préunitaire et ma remise. Et ici, je vais pouvoir, ça va me récupérer, donc là, j'avais pas fait de mise à jour de prix, mais ça va me récupérer automatiquement mes différences entre ce que j'avais dans ma commande et ce que j'avais dans ma base prix, et ça va me les afficher ici. Si c'est 0, c'est qu'il n'y a pas de changement. S'il y a une valeur, c'est que la valeur est différente de ce qu'il y a en base Odoo. Du coup, là, par exemple, imaginons que j'avais une valeur différente. Eh bien, quand je vais valider, ça va mettre à jour ma base produit. Donc une fois que ça c'est fait, on crée la facture
Et la facture va nous récupérer donc les informations du fournisseur sur la commande et toutes les quantités vont correspondre aux quantités réceptionnées, donc du bon de livraison qu'on aura renseigné. Voilà, on va pointer tout ça. Donc là aussi, souvent, on met un bénévole en support du salarié, mais c'est un salarié qui saisit. Et donc, on va vérifier que ça correspond exactement à ce que le fournisseur nous a donné. Donc ça, c'est de la compta, mais qui est réalisée par les acheteurs. Voilà, on va peut-être parler maintenant un peu d'inventaire. Donc l'inventaire, on fait un inventaire roulant de un quart du magasin pour les produits classiques chaque semaine. Donc l'inventaire est fait tous les lundis. À ce moment-là, le magasin est fermé, le magasin n'est pas ouvert le lundi. Donc on fait un inventaire de 25% du magasin, plus les fruits et légumes. Là, c'est différent, les inventaires sont beaucoup plus réguliers. Donc on va créer un inventaire et là, ce qu'on utilise, c'est par catégorie. Donc je vais décider que, par exemple, je vais faire les alcools forts et on imprime en fait le dimanche les inventaires par catégorie et ils sont transmis le lundi matin au coordinateur du service qui va dispatcher le travail entre les membres. Et ils vont nous remplir le document. Donc ce qu'on fait le dimanche, c'est on fait ça, on fait un inventaire par catégorie ou par plusieurs catégories. Après, on clique sur inventaire de départ pour récupérer tous les produits de la catégorie avec les quantités en stock selon Odoo. Voilà. Et puis après, on fait imprimer. Imprimer inventaire. Et donc là, on a quantité en vente, c'est ce qu'il y a dans le magasin. Quantité en stock, c'est ce qu'on a dans en bas, dans l'entreposage, dans les réserves. Donc, on va imprimer ces feuilles par catégorie de produits et l'inventaire va être fait dans le magasin et dans les réserves. Et après, on aura un total. Et c'est ce qui va être saisi dans Odoo, c'est le total, mais nous, en physique, on va bien pointer les deux endroits. Voilà pour l'inventaire. On peut en profiter pour parler un petit peu des fruits et légumes. Donc sur les fruits et légumes, on a un inventaire qui marche à peu près pareil, mais sur lequel on a plus de champs. Et après, quand on le valide, on rentre dans une planification. Donc c'est une vue assez complexe. Donc là, l'idée pour les fruits et légumes, c'est qu'on veut avoir une vision de ce qu'on a vendu il y a 2 semaines, ce qu'on a vendu la semaine dernière, combien on avait en début de semaine, combien on commande chacun des jours de la semaine. On est censé faire un inventaire intermédiaire en milieu de semaine. Euh, on peut renseigner des pertes et on a notre stock final. On a tout un tas de boutons ici pour afficher, masquer des colonnes. Donc typiquement, je veux pas voir ça, je veux pas voir ça. Je commande pas le samedi, je commande pas le jeudi, par exemple, hein. Et du coup, j'ai seulement affiché les colonnes que je veux modifier. Donc pour mes produits, donc là je peux aussi mettre à jour le colissage et je peux mettre à jour le prix depuis cette grille. Et puis je vais cliquer ici, voilà, le persil, d'après mes quantités, combien j'en commande, l'ail noir confit, combien j'en commande, etc. Et je peux donc passer les commandes pour le mardi, mais aussi pour le vendredi. Je peux commencer à prévoir ma commande du vendredi et je l'enverrai quand je ferai ici
sur l'un des boutons, je vais appuyer et ça va me générer la commande correspondant aux quantités qui ont été renseignées sur la ligne. Donc là, c'est tout ce qui est inventaire fruits et légumes. Voilà, maintenant on a fait un petit tour des achats. On va aller voir les ventes. Donc sur les ventes, on n'a pas fait grand-chose. Donc on utilise le POS Odoo. On a actuellement 5 caisses en service. Les caisses sont interfacées avec des terminaux de paiement électronique. Donc quand on renseigne un montant à régler par carte bleue, ça envoie le montant au TPE. Quand le TPE confirme le paiement, il renvoie le message à Odoo qui valide automatiquement la vente. On a aussi développé une interface monnayeur, mais le monnayeur n'a jamais été mis en service. Et puis après, on a l'impression du ticket classique. On utilise des Raspberry Pi pour les caisses, et donc c'est connecté au scanner, à la caisse, pardon, à l'imprimante, etc. Ce qu'on a fait ici, c'est surtout on a rajouté plein de champs. Déjà tout ce qui est année, mois, jour, on peut filtrer par année, mois, jour, etc. Donc par exemple typiquement, donc quand j'arrive comme ça en standard, vous arrivez comme ça. Donc je peux faire 2018 dans année et ça va me filtrer sur toutes les sessions de 2018. Après je peux dire je veux regrouper par mois et je regroupe par mois. Je veux regrouper ensuite par jour et je regroupe par jour. Et du coup je vois que voilà, ça c'est mon chiffre d'affaires de la journée en hors taxe TTC avec le nombre de ventes. On a rajouté aussi d'autres champs, par exemple, ça c'est plus si un jour on veut faire de l'analyse un peu plus poussée, je veux chercher tout ce qui est en A. Attendez, c'est plus dans semaine A. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est en semaine A, parce on peut avoir des différences, on peut vouloir analyser ce que je vends en semaine A, ce que je vends en semaine B, etc. Donc on a ces champs-là, on a ce qu'on appelle le cycle, on a ce qu'on appelle le jour. Je peux voir ce que j'ai vendu les mardis par exemple. Et du coup, si je regroupe par jour, je vais pouvoir voir ce que j'ai vendu le mardi en novembre, le mardi en octobre, etc. Donc je peux faire des petites comparaisons comme ça. Euh, Sinon, je ne vais pas vous montrer les ventes, mais qu'est-ce qu'on a fait sur l'écran de vente? On a surtout vu la gestion des droits pour brider certaines fonctionnalités, notamment l'application des remises en caisse et le changement, la mise en attente des ventes. Euh, dans notre Odoo, on peut avoir qu'une vente sur l'écran, on peut absolument pas mettre en attente parce que comme on a uniquement des bénévoles qui travaillent à la caisse, ils risqueraient d'oublier des ventes, etc. Donc on les laisse pas naviguer entre plusieurs ventes. Ils traitent un client et s'il y a besoin de mettre en attente une vente, il y a la possibilité qu'un salarié intervienne pour les autoriser. Par exemple, s'il y a une carte bleue qui passe pas, et éventuellement la vente peut être mise en attente, mais c'est un salarié qui du coup va devoir intervenir. Euh, voilà, on a aussi rajouté des choses liées à la gestion des membres qu'on va voir juste après, c'est-à-dire le calcul automatiquement du champ est un client, donc on ne pourra pas acheter si on n'est pas un membre à jour de son travail. On a rajouté des grosses photos pour pouvoir vérifier l'identité du membre. Voilà à peu près ce qu'on a fait sur le point de vente. Sinon, on n'est pas intervenu très loin sur le fonctionnement d'Odoo sur ce point-là. Donc maintenant, la gestion des membres. Donc on a une fiche membre. Déjà, on peut parler peut-être un peu des points de menu. Donc tout ça, c'est nouveau, hein, c'est complètement du développement spécifique pour s'adapter donc aux besoins de la Louve. On a des menus membres rattachés, anciens membres intéressés, etc.
Donc, membre rattaché, c'est une personne qui habite au foyer du membre, qui va avoir une carte membre, qui va venir acheter, mais qui n'a pas besoin de travailler, qui peut venir acheter parce qu'elle est liée à un membre. Euh, on a les anciens membres parce qu'évidemment il y a des sorties, donc il y a des membres qui demandent à ce qu'on leur rachète leur part et à quitter la coopérative. On a des anciens rattachés. Contact, c'est toute notre base de contact. Et intéressés, donc là il y a quelqu'un qui s'est amusé là sur les descriptions, mais en gros on a deux champs, un champ description, un champ notice. Et tout un formulaire web qui va permettre aux membres justement aux intéressés de s'inscrire à une réunion d'accueil parce qu'ils veulent rejoindre la coopérative. Donc c'est un formulaire dont on met le lien sur notre site web et le membre arrive sur cette vue. Donc toute cette section-là est paramétrable avec deux champs qui sont disponibles dans la configuration de la gestion des membres et de la gestion des événements, pardon, qui est le menu juste à côté. Et du coup, il n'y a quasiment pas de champ obligatoire, il y a juste le courriel, le nom, prénom, je crois. La personne va renseigner ses informations et puis s'inscrire. Donc là, j'en ai mis qu'une, mais on met plusieurs propositions avec des places et les membres vont choisir à quelle date ils souhaitent participer à une réunion d'accueil. Et nous, on va les récupérer donc dans ce menu. Donc événements, réunion d'accueil. Donc là, j'en ai une. On va récupérer, on va voir les membres, les participants attendus, etc. Là, on renseigne l'heure et c'est donc synchronisé avec ce qui est affiché sur le site. Et on notera ensuite les présences parce que pour nous c'est important de savoir, de vérifier qu'un membre a bien participé à une réunion d'accueil puisqu'on lui transmet énormément d'informations à cette occasion-là. C'est sur cette base-là qu'il signe son contrat et on a par exemple des membres qui étaient avant l'ouverture du supermarché qui ont souscrit, qui n'ont pas forcément participé à une réunion d'accueil et on veut vraiment vérifier que tout le monde a participé à une réunion d'accueil. Il y a aussi des gens qui participent à une réunion d'accueil, mais finalement qui signent pas le contrat, puis qui reviennent 6 mois plus tard. On ne veut pas les forcer à participer à une nouvelle réunion d'accueil, etc. Euh, voilà pour donc tout ça, c'est ce qui va être utilisé dans le menu intéressé. Donc les membres qui participent à une réunion d'accueil sont ici et on va le récupérer et on va enregistrer le membre. Par exemple, on va dire que Marie-Charlotte. Je vais regarder si c'était pas un ancien membre quand même. Marie-Charlotte. Non. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est un membre qui s'est inscrit sur le site, qui a participé à une réunion d'accueil. Et donc, on va vouloir enregistrer sa souscription. Donc, on va aller dans souscription de capital. On va mettre la date. Par exemple, c'était le 11. En général, les membres achètent des parts A et ils en achètent le nombre minimal qui est 10 pour participer à la coopérative. Et puis après, donc, ils règlent soit par chèque, soit par carte bleue. Par chèque, le règlement n'est pas confirmé. On met par exemple en 2 chèques, premier paiement immédiat. Donc ça va me créer deux règlements et ils seront confirmés quand ils seront remis en banque. Par contre, si je suis en carte bancaire, donc là ça me confirme automatiquement et ma facture passe automatiquement à payer parce que la carte bleue, c'est censé être immédiat. Donc là j'enregistre ma souscription de 10 parts. Là je suis sur ma facture de souscription mais on n'en a plus besoin. Donc là j'ai bien un membre qui a payé sa souscription. Maintenant, l'autre étape qui peut être fait avant ou après, donc chez nous, c'est deux équipes complètement différentes. On a une équipe qui est l'équipe souscription qui travaille intégralement de chez elle, avec notamment une personne qui travaille même depuis Toulouse. Et puis l'équipe, l'inscription au créneau, ça c'est plus enregistré au bureau des membres. Et l'idée est de le déléguer à des bénévoles qui soient sur leur
sur leur service, on a besoin de saisir des inscriptions. Ok, on va donner une feuille et il y a une personne qui va saisir. Donc ce que va devoir faire la personne, c'est qu'elle va devoir aller ici. Bon, alors bien évidemment, avant, il faut avoir toutes les informations. Voilà. Origine du contact, d'ailleurs, il y aura une. Non, c'est pas là. Il y a un champ où on lit à la réunion d'accueil sur laquelle la personne a participé. Donc, il faut toutes les informations personnelles, l'adresse, le courriel, tout ça. Et on va inscrire la personne à son équipe. Donc là, par exemple, bah, elle était sur le CVE, imaginons, hein, le CVE à 13h30, c'est le vendredi, semaine C à 13h30. Elle est classique et du coup, je vais la faire commencer. Je sais pas, on va mettre une date fictive, mais ça on le sait exactement d'après notre calendrier. Quand en réunion d'accueil la personne dit je veux un vendredi semaine C, on lui dit bah, le vendredi semaine C, le prochain c'est peut-être la semaine prochaine, est-ce que tu veux venir dès la semaine prochaine ou le mois d'après? Et on valide son inscription à un créneau. Donc à partir de là, elle a été basculée automatiquement sur les services. Les services sont donc le créneau, c'est l'équipe, c'est le vendredi semaine C à telle heure. Et les services, c'est vendredi 11 janvier, vendredi 8 février. Donc elle a été inscrite automatiquement en statut confirmé. Donc on l'attend à cette date-là. Donc voilà pour l'inscription au créneau. Donc là, on a un membre qui est passé en statut à jour. On a plein de champs calculés. Donc c'est un membre qui travaille, c'est un membre, c'est pas une personne rattachée. Enfin, on a plein de champs. Là, on a aussi le numéro de membre qui a été généré automatiquement. Donc on va pouvoir lui imprimer son badge. Alors soit on est sur un process où on prend la photo à part et on va préparer, donc extraire les informations Doudou avec la liste des membres, leur numéro de carte et lier à leur photo pour envoyer à l'imprimante. Soit on va faire la photo directement dans Odoo, donc ça c'est ce qu'on veut mettre en place, on est en train de travailler dessus, pour prendre la photo lors de la réunion d'accueil directement depuis la webcam. Donc l'idée c'est là si je me demande si c'est pas ce petit bouton là. Ouais, webcam, voilà, c'est ça. Donc là, on va faire une photo depuis la webcam et ça va être enregistré automatiquement dans Odoo. Et on va pouvoir ensuite l'envoyer à l'imprimante. Donc là, nous, on a un modèle. Voilà, donc ça, on a le fichier imprimé pour ce membre. J'ai pas parlé de la validation de l'adresse email. Donc quand la personne s'inscrit sur le fameux formulaire web, on va automatiquement lui envoyer un mail avec un lien pour valider son adresse. Donc là, ça n'a pas été fait, mais normalement, quand elle arrive en réunion d'accueil, elle a déjà validé son adresse email. Si ce n'est pas le cas, on va lui demander de la valider. Voilà, je ne vais pas présenter dans les détails la gestion des membres, je vais plutôt présenter ce qui a évolué depuis les autres vidéos, les précédentes vidéos qui sont déjà en ligne. Donc ce qui a évolué, c'est la saisie des présences. Donc on a optimisé la saisie des présences. Donc là j'ai un service. Donc là, on va dire qu'on est le lendemain. Donc j'ai récupéré la feuille de présence et je vais vouloir l'enregistrer. Donc je donne ça à un bénévole au bureau des membres et il va vérifier. Donc la première chose qu'il va faire, c'est il va saisir les rattrapages. Ça veut dire quoi?
sur un service, on attend les membres classiques qui sont les membres inscrits. Donc là, on voit qu'il y en a un qui est en attente, c'est-à-dire qu'il est en congé, mais sinon les autres, on les attend. Et après, on a les membres volants qui sont des membres qui ne sont pas affectés à une équipe fixe et qui vont venir quand ils ont de la disponibilité travailler au magasin. Donc ces personnes-là se sont inscrites via l'espace membre, du coup on sait dans Odoo qu'elles doivent être présentes. Par contre, celles sur lesquelles on n'a pas d'informations, c'est des personnes, des membres classiques qui n'auraient pas pu venir à leur précédent service, qui du coup seraient pas à jour de leurs points et qui doivent des rattrapages. Ils vont pouvoir se présenter au début de n'importe quel service pour effectuer leur rattrapage. Donc, ils vont se noter sur la feuille de présence et nous, on va avoir l'information quand on va vouloir enregistrer la feuille de présence dans Odoo. Donc là, on va faire ajouter un rattrapage, on va taper le numéro de membre et ça tombe mal, c'est un essai. On va taper le numéro de membre et ça va nous renseigner le rattrapage. Alors, on aura certainement un message d'erreur. Non. Donc ce membre n'est pas à jour parce qu'on contrôle à ce moment-là quand on saisit le rattrapage si le membre est à jour ou pas. Donc une fois que j'ai saisi mes rattrapages, je fais rattrapage OK et je passe en mode saisie. En mode saisie, je vais aller noter. Lui, il était là. Lui, il n'était pas là. Lui, il n'était pas là, mais le coordinateur a dit qu'on lui mettait qu'une pénalité. Lui, il n'était pas là. Lui, il était là, etc. Et donc, je vais devoir noter pour tous les membres. Après, donc là, c'est le bouton pour revenir en arrière. Là, c'est le bouton pour enregistrer un remplacement. Donc ça aussi, c'est l'information que j'ai sur pour l'instant, que j'ai sur la feuille de présence. Après, en utilisant l'espace membre Odoo, la fonctionnalité d'échange de créneaux, ça se sera automatiquement renseigné. Mais du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est voilà, remplaçant. Donc j'ai tel coopérateur qui a été remplacé par le membre voilà, Franck Genestou, et c'est tout. Donc remplacé. Bon, ça pourrait pas se passer dans la vraie vie, parce que cette personne n'est pas inscrite à un créneau, parce que évidemment, si elle n'est pas inscrite à un créneau, elle ne viendra pas faire un rattrapage. Mais c'est des... Voilà, là. On va essayer avec celle-là. Voilà, donc ça nous a inscrit qu'on a un remplacement, etc. Et après, on a le petit bouton extension. Donc là, c'est une personne qui ne serait pas à jour et qu'on va désinscrire parce qu'elle n'est pas venue depuis, je crois que c'est 2 mois consécutifs, elle n'a pas régularisé sa situation. Donc elle a eu un délai de grâce de 10 jours qui a été déclenché automatiquement si elle est venue au magasin. Elle a continué à pouvoir acheter et à pas être désinscrite de son équipe. Mais au bout d'un moment, on va la désinscrire de son équipe, sauf si on lui rajoute une extension à ce moment-là. Et donc là, on va lui donner un mois de plus. Voilà. Une fois qu'on va clôturer le service, ça va enregistrer donc les présences et ça va venir enlever un point à chacun des membres puisque c'est le décompte chaque 4 semaines. Ça va ajouter un point aux membres qui étaient présents, donc ça fera un plus 1, moins 1, donc 0. Ceux qui par contre sont pas venus, ils vont avoir un solde de moins 1 ou moins 2. Moins 2 étant le classique, moins 1 étant si on dit qu'on va être sympa et qu'on leur donne qu'un rattrapage. Voilà, et donc tout ça, ils vont pouvoir le voir sur leur fiche membre. Donc on a 2 compteurs. Le compteur, bon, ça tombe mal, cette personne-là. Donc voilà, on voit tout l'historique donc de ce qui s'est passé sur le compteur. Et ça donne un solde, donc le solde doit être à 0 pour être en règle. Et ça, c'est aussi poussé sur l'espace membre pour que la personne ait bien le détail.
Donc voilà pour la saisie des présences. Donc on a complètement revu. On pouvait déjà saisir des présences de manière à peu près ergonomique, mais on a redéveloppé complètement un outil dédié parce que il y a beaucoup de travail de saisie des présences. Après, ce qu'on a développé aussi, c'est la partie changement d'équipe. Changement d'équipe, c'est quoi? C'est une personne qui dit je travaillais le vendredi semaine. Bon, on va voir quand est-ce qu'elle travaillait, cette personne-là. Voilà, donc non, c'est une personne. Bah si, on va dire, c'est une volante. Et donc, elle veut se mettre dans une équipe du vendredi à 13h30. Ok, et elle veut démarrer à cette date-là. Tiens, là, c'est le 27-12, donc on la mettra comme ça. Donc, l'outil de changement d'équipe. Et j'ai aussi un sauver nouveau pour. Ça permet de saisir à la chaîne, puisqu'en gros, ces changements d'équipe, on va donner un listing à un bénévole et il va les saisir les uns après les autres. Les congés. Donc là, je prends une personne, je dis que son congé, c'est un congé temporaire, etc. Donc on a pas mal de types de congés. Ça, c'est le congé classique. Donc elle va se mettre en congé à partir du 20. Et là, du coup, je vais lui mettre sa date. Disons jusqu'au 22. Et là, normalement, j'ai de l'aide à la saisie si je fais, par exemple, le 20 au 28. Là, il y a des messages qui sont affichés en fait qui vont aider à pas faire d'erreur, à identifier la date du prochain service par rapport à la date de fin pour le mettre juste la veille, etc. Donc tout un tas de petites aides à la saisie. Après, il y a des relances, donc tout ça pour rentrer dans le détail, je me rappelle même plus exactement tout ce que ça fait. Voilà, pour les donc voilà l'enregistrement d'un congé temporaire. Extension. Donc c'est un peu le même principe. Et donc là, le délai de grâce, il vient automatiquement, on a dit quand on badge au magasin. Le laisser passer d'une journée, lui, il va être donné dans certains cas. Et l'extension, on a parlé de l'extension, donc ça c'est celle qu'on peut donner lors de la saisie des présences pour lui donner jusqu'au mois prochain pour se mettre en règle. Après, on peut aussi décider de donner des extensions particulières. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici avec une date de début, date de fin. L'extension permet de ne pas être désinscrit de son équipe pendant la durée de l'extension. Parce que automatiquement, quand une personne n'est plus en règle depuis qu'elle a passé tous les délais, depuis les 2 mois où elle devait faire des rattrapages, puis après elle a eu le délai de grâce, éventuellement elle a eu une extension. Après, une fois qu'elle a plus rien, elle est sortie de son équipe automatiquement. Voilà un peu ce qu'on a fait. Je veux revenir un peu sur donc les feuilles de présence. Donc là aujourd'hui on est le 13 décembre. Je vais vouloir imprimer pour le 14 et normalement je prends tout, mais là je vais en prendre qu'une. Donc la veille, on imprime toutes les feuilles de présence. Donc sur les feuilles de présence, on va voir tous les membres, donc ça correspond à l'écran qu'on avait dans Odoo, hein, du service. On voit ceux qui sont en congé, on voit leur nombre, on voit s'ils ont des rattrapages, on voit leur statut. Eux, ça doit être extension. Ah, ça doit être à jour. Enfin, je sais pas, j'ai plus tous les détails. On voit qui est le coordinateur et on va noter si ils ont fait un échange, qui était présent, s'ils étaient là, s'ils n'étaient pas là, etc. Donc on note tout ça tout ça, c'est transmis au coordinateur d'équipe qui va s'occuper de le faire remplir par les membres et de le valider. Donc ça, c'est pour les feuilles de présence. Et
le tableau, par exemple, tableau des créneaux. Donc il y a deux tableaux, il y a les places volants et le tableau des créneaux. Place volant, en fait, je crois que c'est plus très utilisé puisque maintenant enfin si c'est peut-être utilisé pour les membres qui voudraient le faire depuis en passant au magasin, mais les volants s'inscrivent à leur service depuis l'espace membre maintenant. On verra tout à l'heure comment on leur met des places. Donc voilà à quoi ressemble le tableau des équipes. Du coup, j'ai tous les services. Donc là, c'est de 6h à 8h15 le mardi, semaine A, semaine B, semaine C, semaine D. Et j'ai le nombre de places disponibles. Donc là, on voit que c'est pas mal le mardi. Et je suis sûr que si on va le mardi soir, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Donc on voit que par exemple, semaine C, le mardi, j'ai plus rien. Donc on est assez light. Donc ce tableau en fait est utilisé par l'équipe des réunions d'accueil. Donc c'est à partir de ce tableau qu'ils vont proposer des places aux membres qui rentrent dans la coopérative. Et puis il est aussi utilisé par le bureau des membres pour les personnes qui souhaiteraient changer de créneau. Donc si j'appelle demain et que je dis je veux changer d'équipe, le bureau des membres va regarder dans ce tableau et va me dire où est-ce qu'on peut me proposer de la place. Donc c'est un tableau très important même si il n'est pas forcément très joli. Tiens, les places volants. Donc places volants, donc avant, donc on avait les créneaux, ça on l'avait déjà montré sur sur une autre vidéo. Donc c'est tous les créneaux qu'on a créés avec qui est dessus, etc. Et puis les créneaux créent automatiquement des services. Donc service du jeudi à 10h45 pour le 6 décembre. Donc j'ai des places volantes, places classiques, etc. C'était un peu compliqué de renseigner les places disponibles pour les volants. Du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est uniquement on utilise ce menu place volant où j'ai mes prochains services. Et puis je vais pouvoir dire, jeudi à 19h combien je mets de places volantes. Donc on n'en mettra certainement pas 25, mais peut-être 2. Là je vais peut-être en mettre pas 5, mais 6. Et du coup, ça c'est ce qui s'affiche sur l'espace membre. Donc c'est comme ça qu'on ouvre des places. Donc on voit que là c'est ouvert jusqu'au 30 décembre et qu'après, à partir du 31, c'est à 0, donc il n'y a pas de place. Aujourd'hui, quelqu'un qui va sur l'espace membre, il ne peut pas s'inscrire à partir du 31. Voilà pour les places volantes. Dernier point sur la gestion des membres, c'est tout ce qui est lié au courriel. Donc, il y a un premier courriel que j'ai mentionné qui est le courriel d'accueil. Donc, quand une personne va être enregistrée dans l'outil, qu'on va enregistrer sa souscription et qu'on va l'inscrire à une équipe, elle va passer en statut à jour. Et à partir de ce moment-là, il y a un mail qui va être envoyé en lui envoyant un certain nombre de documents suivant qu'elle est membre volant ou membre classique. Et puis qui va lui donner un certain nombre d'explications, en lui confirmant qu'elle peut venir acheter au magasin et que son inscription a bien été prise en compte. Ça, c'est le mail d'accueil. Après, on a le mail de rappel. Donc le mail de rappel, c'est 5 jours, je crois, 5 jours avant mon service. Je dois venir vendredi prochain à 19h. Bon, 5 jours avant, je reçois un mail. Attention, pensez bien à venir vendredi prochain à 19h. Je crois qu'il y a aussi un mail de désinscription. Donc si une personne est sortie de son équipe parce qu'elle n'était pas en règle depuis trop longtemps, je crois qu'elle reçoit un mail aussi. Qu'est-ce qu'on a comme autre mail? J'ai plus en tête. Bon, après, il y a tout l'espace membre. Donc l'espace membre fait l'objet d'une vidéo complètement à part. Donc l'espace membre, c'est tout ce qui va permettre aux membres de visualiser des informations sur la coopérative, des messages qu'on peut leur mettre en page d'accueil, des statistiques, et puis de voir leur équipe, de pouvoir récupérer l'adresse email de une adresse générique qui va leur permettre d'écrire à leur coordinateur, et puis de changer leurs informations personnelles
de s'inscrire au service, que ce soit pour les membres volants qui vont donc s'inscrire sur constamment s'inscrire sur devoir s'inscrire pour participer au magasin. Et pour les membres classiques, il y a aussi la fonctionnalité de service anticipé où finalement ils rentrent un peu dans le mode volant pour pouvoir après poser des congés. Donc ça c'est tout ce qui peut être fait. J'ai oublié de parler aussi de l'échange de services. Donc on peut aussi faire de l'échange de services via l'espace membre. Mais comme ça fait l'objet d'une autre vidéo et que celle-ci est déjà assez longue, je vais pas rentrer dedans. Maintenant, voyons très vite les courriels. Donc, c'est un modèle de publi-postage. Du coup, comment on l'utilise? On va dire qu'on a deux types de mails. On a les mails de type newsletter qui sont préparés parce qu'on veut une mise en forme très chiadée, etc. Donc c'est un outil qui s'appelle Bolt, qui est utilisé par l'équipe web, qui va préparer avec l'équipe communication une newsletter. Et après, ils vont l'envoyer depuis Odoo. Donc ils vont coller le contenu dans Odoo. Je ne sais pas si on en a une là de newsletter. Enfin bon. Et ensuite, on a les autres mails qui sont préparés directement dans Odoo. Donc, ce qui est assez sympa d'envoyer les courriels directement, c'est qu'on peut utiliser les filtres. Donc ça, c'est un mail qui a été préparé uniquement directement dans Odoo, mais on peut utiliser les filtres. Comme ça, là, donc, ça me sélectionne automatiquement 8000 membres, mais je vais pouvoir aller filtrer sur leur statut, sur est-ce qu'ils sont coordinateurs, est-ce que je crois que je peux même filtrer sur leur type de service, etc. Donc on peut aller très loin. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas à transmettre l'information à un autre outil, etc., que on a l'information en temps réel dans Odoo et qu'on l'utilise pour nos sélections de destinataires des messages. Et après, on a un peu de stats, donc on voit par exemple que le rappel soirée débat a été ouvert par 45%, il a été livré à 7000 personnes, mais il a été ouvert par 45% des gens. Voilà pour le mailing. Ensuite, dernier point, juste mentionner un point technique un peu. Il y a certaines fonctions qui sont, certains traitements qui sont lourds, notamment le lettrage des ventes, donc ça c'est déporté le soir, et des recalculs de statut de membres et d'historique produit. Donc tout ça c'est des fonctions qui sont où on déporte en fait sur ce qu'on appelle le connecteur, c'est-à-dire un ordonnanceur de tâches qui va traiter les uns après les autres et paralléliser des traitements qui sont très lourds et qu'on effectue la nuit. Voilà, donc ça c'est, on a du lettrage, du recalculer les statuts des partenaires, on a recalculé le statut, enfin c'est essentiellement ce qu'on a. La compta maintenant. Alors la comptabilité, on ne va pas rentrer dans tous les points. Ce qui est important à savoir, c'est que on a un menu pièce comptable qui permet de créer une pièce comptable et de passer une écriture classiquement, mettant un compte et montant au débit, montant au crédit. Ça, on le fait quasiment pas parce que l'idée, c'est que toutes les pièces viennent d'objets métiers. Donc on a déjà toutes les ventes qui sont passées automatiquement par le POS. On a toutes les souscriptions, donc y compris les règlements qui sont passés depuis les écrans qu'on a vus tout à l'heure. On a tous les achats qui sont passés depuis les factures. On a vu les factures. Il y a aussi les règlements des factures. Donc c'est appuyer sur un bouton, mettre OK, régler tel montant, telle date et tel mode de règlement, donc tel journal, est-ce que c'est de la LCR, est-ce que c'est du virement, et du coup c'est comptabilisé automatiquement. Donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des comptables pour faire toutes ces opérations-là.
Et après, bon, on a les IMO aussi, les immobilisations qui génèrent de la compta aussi depuis un module. Et puis, on a aussi le rapprochement bancaire qui permet de générer de la compta, et c'est un des trucs que je voulais montrer. Donc là, sur nos comptes, donc nous, on a essentiellement deux comptes, c'est le CEP compte courant et le Crédit Coop compte courant. Donc, il y a 694 écritures à rapprocher ici et 74 ici. Pour importer un relevé, donc on va utiliser le format OFX. Donc ça marche pour le Crédit Coop, sauf que la caisse d'épargne nous fournit pas de l'OFX, qui est un format standard. Donc on importe des CSV dégueulasses de la caisse d'épargne avec une petite moulinette. On a aussi des scripts pour rapprocher automatiquement les écritures POS, etc. Mais ça, je vais pas rentrer dans les détails, ça serait aller beaucoup trop loin. Donc on est sur notre rapprochement bancaire. Donc là, on a chargé notre relevé et ça nous le récupère et ça nous fait des propositions. Donc là, bon, de toute façon, là, il reste que des commissions et des choses comme ça, donc on va pas pouvoir trop. Tiens, ça c'est bon, si, ça c'est bon. Donc ça fait comme ça. Là, j'ai mon échéance d'emprunt. Voilà, hop, je le rapproche. Je vais même pas regarder les dates d'ailleurs. Et quand je disais qu'on génère de la compta, là j'ai une CB La Louve, une remise. Donc ça c'est. Je voulais trouver des frais. Bon, on va dire là, ça c'est du frais. Donc là, on est sur frais bancaires Crédit Coop, imaginons, voilà, 16 euros. Et donc là, quand je vais rapprocher, ça va me rapprocher, mais ça va me générer aussi la compta à la même date, à la même. Donc là, je génère tout ça. Et on s'est aussi aperçu qu'il y avait, du coup, ce besoin-là était un peu récurrent, donc on a fait développer un truc tout simple qui serait. Donc là, j'ai pas d'écriture non rapprochée, hein, mais je vais faire commission. Donc imaginons que j'ai des commissions qui sont pas rapprochées. Et là, je vais faire action, générer les écritures. Et donc, ça va me sortir, là, ça me met un message d'erreur, mais ça va me sortir un petit assistant qui me dit sur quel compte tu veux le mettre. Et ça me génère une écriture par opération à la même date, avec le même libellé, sur le compte que j'ai renseigné. Donc voilà pour le rapport bancaire. On a développé aussi un rapport bancaire, un état de rapprochement. Donc voilà, ça c'est ce qu'il faut pointer. Donc ça c'est ce que j'ai pas côté banque, ce que j'ai pas en compta, enfin, ou en tout cas j'ai pas pointé, et ce que j'ai en compta mais que j'ai pas pointé avec la banque. Donc là il y a un peu de boulot là pour le mois de novembre sur Crédit Coop. Donc ça c'est l'état de rapprochement. Après une petite fonctionnalité remise de chèque. Remise de chèque ici. Encore une fois, je vous montre pas la compta native Odoo, je vous montre que les petits trucs qu'on a améliorés. Donc l'idée c'est j'arrive, je fais une remise de chèque. Je dis la date de la remise c'est aujourd'hui. Je vais par exemple faire une remise de chèque souscription. Et puis je vais le mettre sur le Crédit Coop. Voilà. Et puis là je vais aller chercher. Donc ça va me chercher mes écritures qui sont non lettrées sur ce journal, sur ce compte. Chèque à encaisser, souscription. Chez nous, c'est un 511 210. Et donc, je vais aller, je peux filtrer sur la date d'échéance, etc. Mais je vais aller chercher je peux aller les chercher par exemple, 22,55 par numéro de membre.
Et donc je vais ajouter mes chèques souscription que je suis en train de déposer jusqu'à avoir donc un document comme ça. Ça c'est fait par des bénévoles. Je peux, tiens là j'avais fait un petit, je peux changer le titulaire. Voilà. Et après je vais sauvegarder mon document et je vais faire imprimer ma remise de chèque. Et du coup j'ai ma liste et je peux avoir un débiteur qui est différent de ce que j'avais en compta. Et j'ai mon montant de remise, donc ça je peux le déposer à la banque. Après, on va juste parler de la bonne découverte de cette année 2018. C'est le MIS, c'est un moteur de rapport comptable dans Odoo. Donc ça m'ajoute 4 points de menu. Donc ça m'ajoute les styles, le paramétrage, le filtre pour sortir un rapport et l'historique des rapports que j'ai sortis. Donc les styles, ça va me permettre de définir du titre 1 et sur le titre 1 dire sur quelle couleur de fond, le style, est-ce que c'est en gras, pas en gras, en gros, pas en gros, etc. Ce qui est surtout important, c'est ça. Compte de résultat. Donc là, je l'ai pas mal changé là récemment. Donc il est faux celui-là. Mais en gros, voilà comment ça marche. Donc on crée des lignes à laquelle on donne un nom, on donne un code, et puis on les lie à un style et on leur donne une formule. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire j'inverse le signe et que je vais prendre les 707 et le 709 7. Là, ça veut dire que c'est mes achats de marchandises. Je vais prendre les 607 et puis quelques autres comptes. Et après, là, je fais un total. Bon, celui-là, c'est pas le bon exemple, mais je vais prendre le marge brute. Donc ça va être le turnover, c'est mon chiffre d'affaires, plus purchase goods qui est ici, et après il manque la variation de stock. Et donc c'est mon total des 3. Donc ça se paramètre. En fait, c'est très très simple à paramétrer. Après, c'est un peu fastidieux. Ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours bien vérifier avec dans rapport de PDF, compte de résultats. Vérifier que vous avez bien le même total, etc. De vous aider de celui-là pour vérifier votre rapport que vous aurez mis en forme ici. Et donc là, je peux le sortir en PDF. Ah oui, j'ai pas montré tous les... je vais pas montrer les options là-dessus. On va aller les regarder tout de suite. Donc là, ce que j'ai, c'est déjà je peux faire plusieurs colonnes. Donc je peux ici comparer des exercices. Pareil, par exemple, j'aurais pu comparer des périodes, etc. Parce qu'on peut aussi renseigner une date de base et du coup on va avoir période précédente, période, etc. Je peux décider de prendre toutes les écritures ou seulement les écritures comptabilisées. Je peux le mettre en paysage ou en portrait. Je peux dire que ça je n'ai pas montré tout à l'heure, mais dans chaque rubrique, je peux dire si j'affiche le détail. Donc la bonne pratique, c'est dans le paramétrage de base de dire que chaque rubrique, on affiche le détail. Et là, par contre, en lançant le rapport, on peut dire par contre, je regroupe ou je veux pas regrouper. Donc voilà le paramétrage. Et du coup, notre rapport, il donne ça. Donc là, j'ai mon détail des comptes, mais j'avais dit achat de marchandises, ça inclut tous ces comptes. Ça, c'est 707 plus 707 200 par exemple. Et du coup, on a
on a notre agrégat avec notre détail de compte. Et après, on peut faire chaque total peut reprendre le total précédent et donc on arrive à un résultat. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer. Donc désolé, c'était un peu long. L'idée, c'était de faire un panorama le plus rapide possible des fonctionnalités que propose FoodCops. N'hésitez pas à me contacter en cas de questions. Voilà, à bientôt, au revoir.